Bonjour à tous, c'est Lucasfille. Bonjour Aurélie. Bonjour Claire. Si vous êtes tombée amoureuse de Nono dans Ashes of Love, ou si vous êtes tombé amoureux de Bailou dans The Legends, à moins que vous ne soyez jaloux de la reine Elisabeth parce qu'elle a tellement de corgis et vous kiffez les corgis, eh bien nous avons le drama chinois pour vous, Love is Sweet, qui a été diffusé à l'automne dernier, donc automne 2020, et qui a fait un carton et qui est très très bien noté. Je crois qu'il a 7,4 sur Douban, enfin une super note donc. Tout le monde a kiffé ce drama, et nous aussi, ça tombe bien. Et nous aussi, ça nous permet de placer une actualité relativement brûlante, mais si brûlante parce que c'est sexy à certains moments, c'est bien sexy à plein de moments. Donc ça nous permet de placer ça dans la playlist spéciale Nouvel An chinois. Ce sera d'ailleurs la seule série moderne de cette playlist. Tous les autres, ils sont à faire des tournicotis en costume et à sortir leurs épées, etc. Mais dans la série d'aujourd'hui, c'est costard-cravate au bureau, intrigue de la haute finance. Ouais, enfin, l'intrigue de haute finance, parfois, elle est aussi tordue et... même parfois aussi chiante que l'intrigue de palais, je vais te dire tout de suite. Puis on n'est quand même pas très loin parce qu'ils reprennent un certain nombre de terminologies. Enfin, on sent qu'ils sont jamais très loin de leurs histoires en costume. Déjà, quand tu te places un peu en dieu de la guerre alors que t'es juste, en fait, à travailler dans les affaires. Non, si, c'est une forme de guerre, bien sûr, certes. C'est pas du Xianxia ou du Wuxia, les gars, hein, mais ils reprennent, en fait, un certain nombre de codes. Et des acteurs qui ont déjà joué dans ce genre de drama historique, avec succès, d'ailleurs. Ah bah, vous constaterez on a quand même mis 2 acteurs à l'honneur dans cette playlist spéciale Nouvel An chinois, hein, donc il y en a 2 qui vont ressortir. Bah donc Nono, hein, mais là c'était le choix d'Aurélie, c'est pas très clair. Ah bah je le stalk maintenant, bien sûr. Je l'aime. Non mais j'aime bien aussi, hein, Nono, il n'y a pas de problème. Mais bon voilà, c'est vrai qu'en fait on a vraiment pas 2 extrêmes. Ce serait un petit peu fort de dire qu'il y a 2 extrêmes, mais c'est vrai qu'on a 2 acteurs qui sont pas tout à fait carrés de la même manière. Donc Nono, notre ballerina, qui est pourtant surprenant parfois dans sa virilité, en tout cas dans cette série. Et de l'autre côté, donc Luo Jin, qu'on a dans 2 séries aussi de cette playlist. Donc c'est vrai qu'on a ce drama, on va dire, chinois et essentiellement partagé entre Léo Luo et Luo Jin. Bah 2 très bons acteurs, hein, de toute façon. C'est vrai qu'il y en a un qui a l'air plus masculin de premier abord, mais et puis alors surtout Léo Luo, si vous l'avez vu dans Ashes of Love, notre Nono, il était quand même très très éthéré, voilà. Là, il est très surprenant. Parce que, en plus, la série exploite à la fois son côté sexy, vraiment, il y a des moments très très sexy dans Love is Sweet, et son potentiel comique. Et c'est vrai qu'avec Bailou, ils forment un tandem qui est vraiment irrésistible. Ils savent très bien rendre la tension sexuelle, la rivalité. Il y a des moments où on se marre, mais à gorge déployée. Enfin, ça fonctionne du feu de Dieu dans la série, quoi. Ah, c'est vrai que c'était surprenant de le voir en rôle comique, parce qu'il n'a pas vraiment fait de rôle comique. Autant on savait qu'il avait un potentiel séduisant. Il l'a toujours eu dans toutes les séries qu'on a vues, dont une que t'as pas pu finir, et qui était And the Winner is Love, que j'ai regardé que pour lui. Hein, même que pour lui, j'ai pas pu finir. Oui, mais voilà, juste parce que je t'ai dit, il fallait juste que t'ailles à la scène où tu le vois lâcher de cheveux dans son jacuzzi. Ah mais je l'ai vu. Et après voilà, j'ai perdu tout intérêt. C'est alors, ça. Oui. Mais c'est vrai qu'on l'a pas vu, on voyait qu'il avait... Alors, c'est vrai que je t'avais dit, et c'était ça qui était surprenant avant, en tout cas, Love is Sweet, c'était que dans And the Winner is Love, on le voyait en potentiel coquin qui était très, très légèrement esquissé dans Ashes of Love, mais vraiment très légèrement. Tu voyais un peu plus son côté un peu séduisant, coquinou dans And the Winner is Love. Et là, c'est vrai qu'ils y sont allés à fond quand même. Et c'était surprenant de le voir dans une comédie et il fait très bien le taf. C'est vrai qu'il y a eu une très bonne alchimie entre les deux. Le couple fait vraiment des étincelles au point qu'il y a des rumeurs qui continuent à circuler autour d'eux en sachant que est-ce que ce serait un couple dans la vraie vie? Alors, on n'en sait rien, voilà, au point où on en est. Donc... Bon, ça les regarde, hein, jusqu'à preuve du contraire. Bailou et Léo Luo, on ne sait pas s'ils sont ensemble. Mais en tout cas, dans la série, ça marche du feu de Dieu. Alors, on n'a pas dit que c'est une série en 36 épisodes qui aurait pu être condensée un petit peu. Même si je les adore, il y a quand même des sous-intrigues qui auraient pu manger moins de temps.
Ce serait peut-être ma ouais. plus grosse critique sur ce drama, sans entrer dans la partie spoil. On aurait pu gratter au moins 5, si c'est pas 8 épisodes, quoi. Franchement. Oui, parce que tout ce qu'on voulait, c'était Léo et les corgis, en fait. En fait, ils auraient pu faire 30 épisodes sur Léo et les aventures du corgi, et je crois que toi comme moi, on regardait, il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, ça te donne envie d'acheter un corgi. Hein. J'avais jamais réfléchi au potentiel sexy du corgi, si tu veux. Comme tu l'as très bien dit en intro, pour moi, le corgi, c'était le chien-chien à sa mémère, la reine actuelle Elisabeth, et c'est vrai que c'était pas quelque chose qui t'envoyait du rêve, hein. C'est vraiment la saucisse sur pattes, voilà. Mais tu le vois là, et avec ce chien, tu dis, oh, ferait bien rentrer un corgi dans ma vie, moi. Surtout s'il y a Léo à l'autre bout de la laisse. Tu te dis que si tu fais rentrer le corgi, il y a une chance que ça fasse rentrer Léo à l'autre bout de la laisse. Oui, ça peut être un truc qui peut attirer le Léo. Tu dis, est-ce que tu peux appâter le Léo avec du corgi? C'était la question. En tout cas, lui, il arrive à appâter Bailou avec le corgi. Le corgi, qui est d'ailleurs une corguette, hein, c'est une fifille, qui s'appelle Wealth, richesse. Trésor, on n'a qu'à l'appeler, ça va plus vite. Il n'hésite pas à s'en servir de façon éhontée pour conquérir la femme qu'il a toujours aimée. Donc bon, voilà, le corgi. Le chien, d'une manière générale, c'est un bon moyen de draguer les filles. Voilà, messieurs, si vous nous écoutez, vous n'avez pas encore de berger allemand, de labrador ou de corgi, bah, pensez à faire un tour à la SPA, ça peut marcher. Alors sinon, le pitch. Allez. Alors en fait, on suit les aventures de Bailou, Jianjun, je crois son nom dans la série. Oui, Tianjun, oui. Notre héroïne, qui a une particularité, c'est qu'elle a une allergie à ses propres larmes, comme une personne sur 230 millions, je crois. Ouais, ils sont champions pour te trouver des maladies à la con dans les séries chinoises. Des trucs complètement improbables, mais ils font tout leur scénario dessus. Mais c'est fou ce qu'ils ont comme particularité. Alors à leur décharge, là, ça existe. Et c'est vrai que la pauvre, si elle se met à chialer, elle fait un choc anaphylactique, elle peut crever, quoi. Elle finit aux urgences. Faut pas regarder de drama chinois. Ah non, faut pas qu'elle regarde de drama chinois, ou alors peut-être celui-là, parce qu'on pleure jamais, ou alors si, de rire. Moi, il m'est arrivé d'avoir vraiment la larme à l'œil, tellement j'étais pétée de rire. Je sais pas si c'était le cas pour toi, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont... Alors, pas au point de... Non, mais c'était drôle, oui, effectivement. C'était drôle et craquant. Mais c'est vrai que c'est pas un drama où tu pleures, même quand ils te font 3 couches de mélo, ça leur arrive à certains moments, mais c'est pas le fond de l'histoire. Le titre explique bien vraiment ce que tu vas avoir comme produit. Hein, c'est rose bonbon, hein, tout va bien. Voilà. Ouais, et pas de problème. Ça fait un bien fou. Ça va bien fou. Et donc, cette chère Jianjun, elle veut réussir dans la finance, elle veut être embauchée dans une boîte qui s'appelle MH. Et le jour où elle passe le dernier entretien d'embauche, donc là, la dernière étape, elle se rend compte qu'il y a son ancienne amie du collège-lycée, même du primaire, qui deviendrait son futur boss. Sauf qu'il la recale au dernier entretien, de façon quand même un petit peu cavalière, on va dire, pas très justifiée, sous prétexte qu'elle est trop fragile pour cet univers impitoyable de la haute finance à Shanghai. Mais par contre, comme maintenant il l'a retrouvée, bah, il va plus la laisser échapper à son radar, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il veut pas lui donner une place dans la boîte, mais il serait pas contre lui donner une place ailleurs. Voilà. Dans son plumard, par exemple, dans sa vie. Par exemple. On spoil rien en disant que dès le premier épisode, on comprend qu'il est très très amoureux d'elle et que depuis l'enfance, il l'a jamais oubliée. Elle a tout fait pour l'oublier et elle garde une dent contre lui et au fur et à mesure des flashbacks, on comprend pourquoi elle a une dent contre lui. Tout le travail pour notre cher Léo / Nono, ça va être de reconquérir sa belle, qui a un tempérament de feu. Comme elle peut pas se permettre de pleurer, elle réagit souvent par la colère, la frustration et machin. Et ouais, ça fait plaisir de voir une héroïne qui est pas une carpette. Pas quiche. Elle est pas quiche, mais elle calcule quand même... Enfin, elle a un côté quiche quand même, qui est le côté quiche habituel. Alors, c'est vrai que je crois que c'est la première fois qu'on a un épisode sur un drama moderne chinois. On vient de faire un drama moderne coréen en janvier, mais c'est la première fois qu'on a un drama moderne chinois. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de clichés que tu retrouves à chaque fois, donc ça va nous permettre d'en placer un certain nombre. Et on constatera quand même que bien que les filles soient modernes et affranchies et libérées d'une certaine manière, elles le sont pas sur le plan romantique et sexuel, ce qui fait que avec les garçons autour d'elles, elles sont d'une quicherie, ma pauvre, que alors on plaide coupable, hein. Nous aussi ça nous est arrivé très souvent de pas repérer que des garçons ou des filles s'intéressaient à nous, mais elle calcule vraiment pas que des mecs sont amoureux d'elle, mais alors vraiment pas du tout.
Et il y en a 2 qui vont quand même lui tourner autour de manière pas subtile. Et oh, bon non, c'est juste des amis, ou c'est mon pire rival depuis l'enfance. Enfin, il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est un bâtard, il me déteste, je le déteste. Et il t'envoie tous les signaux qui sont au vert. Enfin, je veux dire, à moins de t'envoyer des lettres d'amour et machin. Il peut pas faire plus, le mec. Et non, elle capte faut pas. dire qu'il a quand même une attitude qui, des fois, qui reste... On est quand même un cran au-dessus de la choupiniaiserie habituelle de nos dramas coréens. Ouais. Mais il y a quand même certaines de ces tactiques amoureuses. Alors, au début, on te le présente comme le requin aux dents longues. Alors, je modifie parce que il y a un problème dans leur symbolique, c'est-à-dire qu'ils utilisent beaucoup d'imageries diverses et variées qui n'est pas toujours très logique. Alors, requin, je vais le garder parce qu'il y a une métaphore aquatique que tu retrouves plusieurs fois, mais l'allégorie principale est celle du loup et de l'agneau. Et donc, lui, il se présente au début comme le loup aux dents longues, voilà. On te le montre en Playboy, à Shanghai, le monde est à lui, il a peur de rien, enfin il a l'air super à l'aise dans ses baskets et séducteur et tout ce que tu veux, mais finalement face à la fille de sa vie, il se comporte comme un gosse de base qui tire les couettes quoi. C'est ça, il n'en est pas sorti de ça, il est encore dans cette dynamique. C'est marrant de le voir échanger avec son assistant qui est un personnage que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est son assistant / confident / souffre-douleur, tu vois. Le garde du corps dans nos dramas historiques, encore une fois, tu prends le même machin, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours le même truc. C'est le même scénario, mais tu modernises. C'est ça. À un moment donné, ils ont une conversation et l'autre lui dit « Non mais comment voulez-vous qu'elle ait des vues romantiques sur le plus grand méchant de son histoire ? Est-ce qu'un schtroumpf peut imaginer qu'Gargamel va tomber amoureux de lui ? Bon, bah non, bah là, c'est pareil. Ah mais comment je vais faire pour la faire tomber amoureuse de moi et tout ?» Donc là, c'est dans un contexte où ils sont bien alcoolisés tous les deux, hein, parce que sinon l'autre, il baisse rarement sa garde, notre nono de service. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que le mec, il peut faire des fortunes, il a un instinct pour les affaires qui est génial, il est sans pitié au travail, mais face à Bailou, à sa chérie, il est... Oui, face à Bailou ou face à un roman érotique, hein, parce que tu sors un bouquin où il y a un passage cochon, le mec, il pique du nez, il devient tout rouge, il sait plus où se mettre. Quand je dis un roman cochon, c'est même pas une fanfiction sur AO3, hein, c'est... Non, c'est Murakami, Norwegian Wood, combien ? C'est La balade de l'impossible, je crois, ils l'ont traduit en français. Écoutez, il y a une scène d'amour très très prude où ils enlèvent soft, leurs vêtements, ils se caressent dans le noir, ça reste... mais l'autre, il en pouvait plus. Hein. C'était trop mignon cette scène. Donc la Miss, elle est rejetée une première fois par le loup, par Nono, mais elle est bien décidée à entrer dans la boîte coûte que coûte, et elle va trouver un ancien partenaire commercial de son défunt père, qui est un acteur malaisien, il est sino-malaisien. Melvin Sia, et alors moi j'ai eu beaucoup de mal avec lui parce qu'on aurait dit le 3e Bogdanov. Je crois qu'il a fait la chirurgie, ce mec-là, il aurait dû s'abstenir. Moi, c'est le seul truc qui m'a fait flipper de toute la série, c'était la tête de ce mec. Toujours est-il qu'il lui écrit une recommandation directement pour le PDG de MH, et elle réussit à entrer dans la boîte en tant que stagiaire de cette façon-là, donc à court-circuiter le veto qu'avait mis Nono, ce qui va pas du tout plaire à Nono, mais donc du coup ils sont censés travailler ensemble. Et il lui laisse rien passer, quoi. Mais comme elle est loin d'être con, mémère, et puis qu'elle est têtue comme une mule, elle a la niaque, elle est bien décidée à montrer qu'elle a sa place dans la finance. Donc c'est là que t'as toutes les intrigues de bureau qu'on vous passe, hein, parce que c'est pas ça qui nous a intéressé le plus, évidemment, vous vous doutez. C'est vraiment la relation entre les personnages. Du couple principal, parce que le couple bis... Alors le couple bis, ouais, ça arrive que ce soit très réussi. D'ailleurs, toi et moi, on en a vu un récemment où le couple bis, on les aimait autant que le couple principal, donc ça peut arriver. C'est vrai que la plupart du temps, les couples bis, voilà. Alors ils ont quand même une utilité, parce qu'ils ont toujours des utilités, et notamment la copine qui est hyper méta, hein, parce que alors tu disais l'assistant qui commentait la relation amoureuse, la copine, elle, c'est pareil, comme elle, comme nous, elle a vu tous les dramas et elle a lu tous les bouquins. Je dis ouais, non, mais alors de deux choses l'une, soit il veut te tuer, soit il est amoureux de toi, hein, donc c'est pas compliqué. Et elle a tout de suite calculé le truc. Et puis il y a le fait que, alors l'autre, c'est le cousin donc de notre personnage principal, donc de Yuan Shuai, et qui met au point une app pour genre mythique, hein, pour arriver à trouver ta compatibilité. Alors ça, quelque part, ça s'appuie sur une tradition historique finalement en Chine qui est
sur les mariages arrangés, généralement, t'échangeais, on le voit dans nos dramas historiques, t'échangeais les dates de naissance pour voir si sur le plan astrologique, il y avait compatibilité. Je pense que quand ils avaient vraiment décidé un mariage arrangé, même si ça compatibilitait pas, ils en avaient rien à faire. Il y avait des intérêts supérieurs. Mais bon, même si la chèvre allait pas bien avec le singe, tu vois, bon, c'est pas grave, on a mangé. Mais la plupart du temps, quand même, ils en tenaient compte. Et donc, c'est vrai que du coup, dans l'app, finalement, moderne, c'est un peu le même principe, c'est de voir si t'es compatible sans même te voir. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que c'est le ressort de base, que c'est tous les deux, qui, sans savoir, se retrouvent à être mis en contact, et c'est 100% de compatibilité. Et là, en plus, il rentre une nouvelle donnée symbolique, qui est que leurs pseudos sont Zeus et Junon. Ouais. Alors bon, là, les gros sabots, ça aussi. Je sais pas, c'est comme s'ils avaient mis recto et verso, tu vois. Clic et clac. Yin et yang. Pince-mi et pince-moi. Enfin, on pouvait y aller à fond, Donc, ouais, c'est vrai que c'est une autre des métaphores. Celle qui va vraiment courir tout le long, c'est le loup et l'agneau, parce que déjà, quand elle était gamine et collégienne et lycéenne, elle faisait des moutons partout. Elle dessinait des petits moutons partout. D'ailleurs, elle continue à en mettre même sur ses CV et tout. Ah ouais, t'imagines. Ça la fout bien, ça. Et lui, c'est le grand méchant loup qui va la croquer, mais il va se rendre compte qu'elle est coriace, mémère. Elle va lui donner du fil à retordre. Pourtant, il n'hésite pas à avoir recours à des stratagèmes tout à fait répréhensibles pour l'amener dans sa tanière, sur son territoire, parce qu'il est très territorial. Oui, des meilleures pages de Christian Grey ou d'autres, ça va avec tous les... Ça va dans la longue liste des patrons plus ou moins abusifs, de tous ces CEO qui ont du pognon et qui du coup essayent de contrôler la vie des nanas. Très control freak et territoriaux. Donc là, on voit bien qu'il est territorial, mais c'est montré de façon... c'est romancé, mais à un moment donné, quand elle s'en rend compte, elle lui tient la dragée haute et Pepper, il dort à la niche pendant quelques temps quand même, pour rester sur la métaphore du corgi et du loup et du... Voilà, quoi. Oui, c'est très animal comme c'est très, très animal. Mais faut reconnaître que au niveau sexy, moi je trouve que c'est un des dramas chinois, tout style confondu, moderne, pas moderne, c'est un des plus sexy que j'ai vu. Oui, alors il est largement battu par Well Intended Love, je tiens à dire. Ouais, première saison d'ailleurs. oui, mais quand même. Parce qu'il y a plein de moments hyper choux, hyper sensuels. Alors le problème, c'est vrai, il y a des moments hyper sensuels, notamment la première fois où, car enfin, les gens couchent dans cette série sans même être mariés. Donc c'est effectivement quand ça couche et que t'as une scène très très sexy, t'es à fond, t'es dedans. Bon, évidemment, ça coupe au bon moment. Et puis là, le réveil, et là tu te dis, mon Dieu, je suis retombée dans un drama coréen, parce qu'ils se réveillent avec le lit impec, tu vois, zéro passion pendant la nuit, et eux, ils sont habillés en cachemire blanc. Tu te dis, mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette première nuit pourrie. Tout le monde se réveille impeccablement coiffé, maquillé. T'es dans l'Amérique des années 50, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'avoue, ça. Le fait de se réveiller en cachemire, tout propre sur toi, sous la couette. Enfin, je veux dire, après 20 ans de mariage, moi je veux bien, mais pas pour ta première nuit d'amour, quoi. Tu te réveilles pas en cachemire blanc, quoi. Même si c'est les premières neiges à Shanghai, la couette, ça suffit. Vous êtes deux dans le plumard maintenant. Vous êtes censés vous tenir chaud. Ah, mais peut-être que c'est parce qu'ils avaient pas mis suffisamment de sous pour payer l'électricité, parce que ça fait partie des trucs qui sont chouettes, c'est vrai, avec les dramas modernes. Donc, culturellement, c'est toujours intéressant pour nous, c'est très exotique. Et c'est vrai que dans leurs appartements, qui sont censés être des appartements hyper haut standing, puisque c'est lui qui paye derrière, et apparemment, c'est un peu comme si tu mets des sous dans la machine pour avoir ton électricité, ton eau chaude, ton machin, et donc la fille, elle a pas pu... à un moment, elle se retrouve sans eau chaude, sans rien, donc... qui donne un gag de service. Tu peux te dire que peut-être qu'il a oublié de payer le chauffage, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont en cachemire dans le plumard, j'en sais rien. Pas en damar, mais quand même. Ça tue le sexy, quoi, si tu veux, ce genre de détails. Après, il y a des fétichistes du pilou, par exemple, j'en connais, donc bon, why not, mais peut-être pas la première nuit d'amour, quoi. Donc là, on est parti dans tous les sens. Est-ce qu'on fait un récap avant de partir dans les spoilers? Qu'est-ce qu'on fait, Claire? Oh, on a quand même donné le principal spoiler, qui est qui couche. Non, mais ça, on s'en doute un peu. Oui, le récap, je pense qu'on peut dire Léo, Corgi, yes, vous pouvez regarder, quoi. J'invite à ça.
Moi, j'ai bien aimé la bande-son dans les remarques générales. Pour une fois, les chansons, je les ai Ça trouvées. passe. Les Baby I Love You passent cette fois-ci, je suis d'accord. Les chansons instrumentales, les musiques, soit cette espèce de riff de rock, de guitare électrique pour les moments, genre ils sont en mode bad boys, tu vois, mal alpha et tout, ou alors les musiques plus grand guignol quand forcément ça part en cacahuète. T'as même une musique qui fait genre film porno, série B italien, oui, tu vois, des années 60 et oui, tout, comme ça, exactement, avec, avec un bruit de fille qui est tu dis, oh la vache. Ils sont allés là. Bon, ok. Mais c'est parce que les acteurs le feront pas, donc ils se sont sentis obligés de supplémenter derrière, si tu veux. Et donc du coup, bon, ça à la limite, bon, bah, c'était drôle. Mais voilà, ça fonctionne bien. Pour une fois, la bande son moderne passe vraiment bien. Ça passe. C'est-à-dire en plus que ça te donne envie de prendre ton billet pour Shanghai, parce que c'est extrêmement photogénique, en tout cas, la manière dont ils te le représentent. Enfin, t'as des très jolis plans, voilà. C'est un monde bien propre, bien léché, tout le monde est bien habillé, comme d'habitude. Alors par contre, cette manie de mettre épaulette sur épaulette sur épaulette, comme Dana Scully dans les premières saisons de X-Files, tu sais, genre ils ont plus de cou. C'est quoi ces looks de merde avec des vestes qui font 5 fois la taille de l'héroïne. Ça passe à peu près, mais on est quand même pas dans le délire du jardin des météores, là, du coup, où c'est vraiment n'importe quoi. Là, les vêtements, je les ai trouvés assez portables. Et c'est vrai qu'ils y sont allés dans quelques marques, là, il est là avec sa chemise avec Dior dessus. Alors, ça nous permet de placer le placement de produit, alors ça aussi. Comme on est surtout dans les dramas historiques, on en discute rarement, mais purée, mais le placement de produit. Alors, voilà. Ce qu'on peut dire, quand tu regardes un drama, tu peux partir sur des paris alcooliques qui sont à chaque fois que je vais boire et donc je vais finir dans le coma éthylique très rapidement. Alors quand tu es dans un drama historique, c'est chaque fois que le mec ou la nana se fait bastonner, punir, envoyer en prison ou un truc comme ça, allez hop, tu bois ton shot. Dans les Ciencias, c'est à chaque fois que quelqu'un crache le sang, tu bois ton shot. Et ben dans les dramas modernes, c'est chaque fois que tu as un placement de produit et ça donne des choses parfois d'un surréalisme que tu te dis, il y a un moment, le 4e mur, il va tomber, puis ils vont vraiment s'arrêter pour te vendre le produit, parce que c'est quand même à ce niveau-là. Là, c'était relativement gérable, j'ai trouvé, même si on voyait bien placer les marques. C'était pas trop insupportable. C'était assez discret. Bon, t'avais envie de bouffer du poulet frit, je vous le cache pas, très rapidement. J'ai pas eu envie de m'acheter une chemise Dior, ça va, c'est passé. Mais il y avait des placements de produits qui étaient gérables, voilà. Ouais. Ça nous sortait pas de la série, c'était pas en mode oh putain, donc ça allait quoi. Ceux-là, même quand ils font les courses, parce que la supérette, ça fait partie de l'intrigue, puisqu'ils passent beaucoup de temps à la supérette. Alors, ils pouvaient y aller à te placer des produits. Et ça aussi, c'est un truc qu'on peut placer aussi, de pas non plus un spoiler, et ça fait partie des choses qu'on commence à voir beaucoup, on en a discuté toutes les deux dans les dramas modernes, c'est on a remarqué que culturellement, et ça m'a été confirmé par une amie chinoise, la question des règles n'a pas l'air d'être tabou en Chine, parce que alors nous on trouvait ça forcément formidable, oh regarde, on parle de leur ragnagna, et le mec il va acheter les tampons et les serviettes, et ça fait pas tout un pataquès, même si les filles sont quand même à dire oh il est trop chou, il va acheter ses protections, mais ça a pas l'air d'embarrasser les mecs plus que ça, et donc apparemment effectivement, comme les règles sont considérées comme non sexuelles et faisant partie des fonctions médicales, enfin des fonctions organiques de base du corps humain, et que c'est une question médicale et pas une question sexuelle, et ben tu peux en parler sans trop de tabou, voilà, on va dire. Donc ça nous avait bien emballé. Souvent, ça donne lieu à des scènes assez cocasses, quoi, on va dire. Donc, et c'est le cas dans ce drama aussi. On n'a pas parlé, toujours dans la partie non-spoiler, du triangle amoureux. Ah oui. Qui était le villainous crush / deuxième personnage masculin. Doulet. Voilà, donc un rôle ambigu. Du coup, son traitement, moi, m'a gêné, si tu veux. Pareil. Je le garde pour la partie spoiler, mais ça pose un vrai problème. Ils auraient pu s'abstenir d'aller dans cette direction. Mais sinon, on vous invite à aller regarder ce drama. Alors, le début est disponible sur YouTube. Après, il faut aller sur Drama Cool. Je ne l'ai pas encore trouvé sur une autre plateforme payante. Alors, Drama Cool alors c'est vrai qu'on commence toutes les deux à explorer les différentes plateformes qui existent. Et donc, il est sur une plateforme
plateforme qui s'appelle Ichi. C'est une exclusivité de cette plateforme-là. Donc c'est vrai que toutes les deux, on a fini par prendre un abonnement à Viki Rakuten. Hein. Ouais, bah, il est bien amorti déjà. Ichi, c'est une autre plateforme qui est un peu pareille, qui a ses propres exclusivités et où il est disponible en intégralité avec des sous-titres en français. Si vous êtes tenté, allez le voir parce que on passe un bon moment. Moi, je me suis remis des scènes plusieurs fois. C'est frais, c'est pétillant, les acteurs s'en donnent à cœur joie et du coup nous aussi. Tu passes un bon moment, c'est dépaysant, enfin c'est très sympa. Ouais. Et nous, on va passer maintenant à la partie avec spoiler. Bien qu'on avait commencé quand même, ma faute, hein, avec laisser quelques cacahuètes, mais c'est pas grave, voilà. Ouais, très souvent maintenant dans les dramas modernes qui se passent, alors pas en Corée mais au moins en Chine, ça couche un moment ou un autre, hein, ils tournent pas autour du pot. Eh ben, on leur dit merci. Et on leur dit merci. Donc là effectivement ça couche à peu près à mi-saison, mais la tension sexuelle, alors au début c'est surtout de sa part à lui parce qu'il envahit son espace, il la regarde, tu dis il va la dessaper et la prendre sur le bureau devant tout le monde à un moment donné, ça... et puis à un moment donné elle y est sensible. Il y a quelques baisers accidentels hein, parce qu'on n'échappe pas à certains tropes quand même. Oh bah faut bien casser quelques dents et quelques nez, hein, c'est logique. C'est ça, donc le je te rattrape, le je te traîne par le poignet, le oh on a glissé, on s'embrasse accidentellement et on n'en peut plus. Enfin, c'est dedans mais c'est traité de façon drôle parce que typiquement le deuxième accident, bisou dans la penderie, il voit qu'elle est obsédée par ses lèvres, elle ose plus le regarder, elle agit bizarrement au bureau, etc. Enfin, elle pense qu'à l'embrasser, qu'à ses lèvres, etc. Donc le soir quand elle rentre, il leur a offert un espèce de jouet avec des grosses lèvres en plastique. Ouais, la bouche siliconée de la mort, quoi, celle où t'as fait une réaction. Pour qu'elle dépasse ce blocage sur le bisou. Donc ça c'était plutôt marrant. Dès le premier épisode tu vois qu'il en peut plus quoi, qu'il est amoureux d'elle. Enfin quand elle arrive dans sa super robe de soirée à l'espèce de fête. Et du coup ça fait partie des trucs qui vont pas si tu veux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut un moment, il y a une suspension of disbelief quoi dans ces séries. Évidemment tu sais bien que tu regardes un côté un peu déconnecté de la réalité, hein, soyons honnêtes. Et donc c'est vrai que déjà par rapport à sa personnalité, je dis encore une fois, il a fait une fixette sur elle depuis l'enfance parce que en fait il est son souffre-douleur, enfin de son point de vue à elle depuis l'enfance, parce qu'en fait le père avait demandé au garçon de rester à côté d'elle pour la protéger et en même temps l'endurcir, parce que comme tu l'as dit, elle fait une allergie aux larmes. En fait, il faut qu'elle apprenne vraiment à résister et à pas pleurer. Et sa mission à lui, c'était de l'asticoter sans arrêt pour qu'elle devienne de plus en plus endurante. Alors mission accomplie, sauf que du coup, elle le vivait vraiment comme c'était son souffre-douleur. Enfin, elle le voyait comme vraiment son tortionnaire et pas comme quelqu'un de qui elle pouvait tomber amoureuse. Et d'ailleurs, elle est tombée amoureuse d'un autre garçon quand elle était au lycée. Et donc, tu peux pas imaginer, vu sa personnalité. Alors certes, il est parti. C'est d'ailleurs une des choses qui les a séparés en dehors de l'incident dont on va parler juste après. Mais il a dû partir étudier à l'étranger. C'est étonnant quand même qu'il soit resté à distance vu sa personnalité obsessionnelle et possessive et qu'il n'ait pas cherché à savoir ce qu'elle était devenue, où elle était, ce qu'elle faisait, etc. et qu'il retombe sur elle complètement par hasard. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Et quand finalement, donc le jour où ils se sont revus et que sa passion repart, tu vois, à plein pot, enfin plein régime, donc il se retrouve à cette soirée où il l'a pas invitée, elle, parce que d'habitude c'est un gros truc qu'on a où le mec il fait passer une invitation VIP à la nana, il lui achète la robe au passage, ça tombe moment Pretty Woman Cendrillon, et là non. Et donc elle se retrouve à la même soirée que lui avec une robe que je suis désolée que c'est pas possible vu ses revenus et la situation elle est pu louer au mieux cette robe. L'acheter, on n'en parle même pas. C'est une des combines de sa copine qui était dans le show business. La copine, d'accord, mais elle est quand même dans la supérette, elle peut avoir des robes comme ça en machin. Elle travaille dans la supérette après parce qu'en fait, elle s'est emplafonnée à un producteur qui harcelait sexuellement les mannequins, les modèles. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de cette intrigue. À ce moment-là, elle est encore dans le show business, elle a encore des contacts. À la robe. Ouais. Ok. Mais c'est un petit peu perché quand même. Hein. Mais ça met très bien Bailou en valeur, cette robe, par contre, je tiens à le dire. Pour le coup, c'est pour ça qu'on disait tu disais les vêtements. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des très jolis vêtements. Ils avaient pas trop forcé sur le côté working girl, comme par exemple dans Secretary Kim, là, ouais. Où elle était avec ses lavalières en permanence. Là, j'ai trouvé que c'était à peu près portable, quoi. Elle est souvent en jean basket. Alors, par contre, moi, je peux pas. C'est ces grandes vestes où elle disparaît, là, c'est pas possible. Ce look de merde, les épaulettes, ça devrait être interdit, ça suffit maintenant. Ouais, mais ça donne de la structure, puis ça va avec le côté working girl. Ouais, c'est je ça. pense que tu restes dans le côté années 80 pour ça, ouais, tout à fait. Le deuxième love interest, entre guillemets, même si c'est un amour à sens
sens unique. Donc c'est le rival direct. Doudou. C'est le rival direct de Nono. Dooley, et lui il a une enfance difficile, machin, etc. Et il fait une fixation directe sur l'héroïne, juste parce qu'elle a été gentille avec lui en fait. Comme d'hab. Voilà, c'est ça, il suffit d'être gentil avec un mec avec qui personne n'a jamais été gentil et c'est bon, c'est dans la poche. Sauf qu'en général, ça attire plus d'emmerdes qu'autre chose, quoi. Au début, il est vachement respectueux avec elle, il l'aide. Ah bah c'est son chifou, il devient son mentor. Il devient son chifou, alors ce qui fait bien chier Nono parce qu'il y a une rivalité d'affaires entre eux. Souvent, ils font des courses aussi l'un contre l'autre. Enfin, c'est un concours de quéquette. Et en plus, maintenant, il y a la chérie au milieu du champ de bataille. Donc là, ça va pas du tout, quoi. D'ailleurs, ça donne lieu à des scènes assez savoureuses. Mais c'est vrai qu'au départ, Dooley, donc le vilain Scrooge, il est plutôt cool avec elle. D'ailleurs, à un moment donné aussi, pour protéger... alors ça, c'est un des trucs qui m'a gonflé. Mais pour protéger l'héroïne, il y a un partenariat secret qui se fait entre Nono et Dooley, donc les deux ennemis jurés, pour la sauver. Évidemment, ils ne lui en disent rien, donc cet abruti de Nono, qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire? C'est rompre avec elle pour la protéger, machin. Tu peux pas lui dire que t'as un plan, espèce d'abruti. Alors là, au moins, où ils ont un petit peu atténuer ce trope de merde, c'est que elle est quand même pas con, la copine, et avec celle qui aurait pu être une bitch puisqu'elle est amoureuse de Nono et elle bosse dans la même boîte, mais qui finalement se révèle une alliée. On a échappé à ça, c'est plutôt cool. Elles ont bien vu que ça manigançait et elles ont dit ok, on garde un œil sur les trucs, mais on laisse Nono faire son plan. Il a un plan, donc on va le laisser faire, mais faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Faut se méfier des plans de Nono. Dans Princess Silver, on a vu ce que ça donnait. Attaque tes plans, Nono, va faire tes savons lâches. Ou servir du thé, ou jouer de la sitar, ou je sais pas quoi. Mais une fois qu'il a mis son plan à exécution et qu'effectivement il lui a sauvé les miches du Bogdanov, qui en fait est un gros connard responsable de la mort du père de la Miss, elle lui tient la dragée haute, elle lui fait la gueule, et elle lui dit tu t'as pas eu confiance en moi, on est des partenaires, on est un couple où c'est pas équilibré entre nous. Donc elle réclame cette égalité entre eux. Elle lui dit non, quand il y a un problème, quand t'as un plan, on affronte ça tous les deux parce que tu me sous-estimes, c'est pas normal, je suis tout à fait capable. Lui, même si son instinct c'est de la protéger parce qu'il est possessif comme ça, le grand méchant loup, il se rend compte que son agneau, son agnelle en l'occurrence, elle a des crocs aussi, elle sait mordre. Disons que après, on te montre que ce qu'il a fait, c'était une connerie et que c'était pas respectueux vis-à-vis d'elle. Donc c'est pour ça que ça passe mieux une fois que t'as vu toute la série. Ouais, mais c'est embêtant qu'ils aient gardé ce trope-là, qu'on se bouffe déjà sans arrêt dans nos CNCI, dans nos dramas historiques. C'est pour ça que je dis souvent, t'as quand même, dans le milieu des affaires, c'est souvent une transposition des intrigues qu'on a dans les CNCI et les dramas historiques. Et ce passage-là je vais la protéger pour son bien, je vais la traiter comme une merde. Déjà, on l'aime pas, mais alors là, je l'aime encore moins dans les trucs modernes, quoi. Ça passe vraiment pas, quoi. Surtout depuis le début, même si elle était naïve et vierge, et lui aussi d'ailleurs, elle a montré que par ailleurs, elle était très capable et elle était loin d'être con, donc... Ce qu'il y a, c'est qu'en plus, par ailleurs, ils sont dans une relation qui est équilibrée. Je veux dire, c'est lui qui fait la bouffe, il respecte son choix de carrière. Classique. À un moment donné, il croit qu'elle est enceinte, qu'elle a essayé de lui cacher, machin, puis finalement, elle n'est pas enceinte, c'était une fausse alerte, mais c'est elle qui décidera à quel moment elle veut un bébé. Enfin, elle a quand même du pouvoir dans la relation, même si lui, il a essayé de la manipuler. Tu crois que c'est lui qui a le contrôle, mais finalement, celle qui a vraiment le contrôle, c'est elle. C'est elle qui impose le rythme, et voilà, et lui, il est tellement amoureux qu'il respecte ça. Donc c'est le seul moment où tu te dis vraiment, il la respecte pas. Une fois qu'ils sont ensemble, j'entends. Non, mais parce que c'est l'argument à 2 balles pour essayer de remettre un peu de suspense dans ton drama, quoi. Oui, c'est ça. Mais là, t'es que sur 36 épisodes, on n'a pas besoin de ce genre de rebondissement de soap opéra, en fait. Ils misaient tout sur la dynamique entre le mec et la nana, et ça le faisait bien. En plus, c'est vrai que finalement, quand le couple se met ensemble, en dehors du fait qu'ils avaient une bonne alchimie, ils ont l'air d'avoir une vie sexuelle épanouie, où là aussi elle passe de j'ai zéro idée de ce que les mecs veulent autour de moi à il n'y a pas de problème, elle assume complètement le fait d'avoir une vie sexuelle avec lui et ça a l'air de lui convenir. Justement quand juste avant qu'il passe à l'acte pour la première fois, où le mec, la pépère, il en peut plus, gna gna gna, ça sort par les oreilles comme d'habitude, et puis ils ont été interrompus parce que t'as les deux, le couple bis qui est quand même toujours là en coq-bloc régulièrement, donc
ils sont là 2 fois à faire du coq-bloc. Et donc là, bon, bah ouais, ben, j'aurais pas été contre le fait de passer à l'étape supérieure. Et là, elle dit, c'est quoi l'étape supérieure? Tu te dis, oh, c'est pas vrai, elle est en mode quiche, c'est pas possible. Enfin, elle est con à ce point-là. Et il lui dit, oh, bah, t'aimerais bien savoir. Puis elle se barre au moment où elle comprend. Tu te dis, bah voilà, on est dans la quichitude absolue. Au secours, je m'en vais, je veux pas voir le loup. Et là, elle revient en arrière, elle te l'attrape par la cravate. Ah bah si, finalement, ça m'intéresse bien. Et là, tu dis, yes, très bien, voilà, montrez-nous justement une héroïne libérée, affranchie, et d'autant plus important dans des sociétés qui sont encore quand même très conservatrices et où la sexualité reste relativement tabou quand même. C'est elle qui lui a dit qu'elle l'aimait la première, même si elle a trouvé toutes les preuves de son amour à lui dans sa boîte à secrets. La boîte à trésors de Nono. Ah oui, c'est là que t'as aussi la 3e métaphore animale avec la baleine et les animaux aquatiques. Et tu te dis, ça suffisait pas, on avait déjà le loup et l'agneau, on a Zeus et Junon, maintenant tu nous sors les méduses et les baleines. Ouais. Tu sais que c'est indispensable. Et c'est vrai qu'il a sa petite boîte à trésors de jeune fille, tu sais, mon journal intime de ma jeunesse, où il a gardé tous ces objets. Il lui manque, tu sais, la mèche de cheveux, la première dent, les trucs. Mais il manque que ça, hein, parce que tout le reste, il a gardé. Il a même gardé le petit chiot corgi. Le chewing-gum qu'elle avait collé sous la table. Son premier tampon. C'est gore. Parce que ça peut vite dévier en mode stalker grave. Hein, quand même. Il est stalker hein, quand même, de toute façon. Hein. Il la stalkait à la demande du père quand il était gosse. Il a gardé cette habitude, mais bon, elle se laisse pas faire à un moment donné quand elle a compris. Donc ça c'est. Alors que le Villainous Crush, c'est aller trop loin parce que au moment où ils font le partenariat tous les deux rivaux pour protéger la femme qu'ils aiment, bah ça fonctionne bien. Et après, il se passe 2 ans, donc nos loulous, ils sont pas encore mariés. Le Villainous Crush, il bosse avec elle tous les jours. Tous les jours, il met une seule et même cravate. C'est celle qu'elle lui a offerte quand il était son chifou. Elle voit rien. Elle voit rien. Elle et calcule pas qu'il a la même cravate tous les jours. Un mec à ce poste de responsabilité avec ce salaire, il met toujours la même cravate. Attends, chérie, t'es censée faire gaffe. Elle doit être crasseuse, hein, la cravate, quand même. Oh, la vache. Et quand il lui fait une déclaration, bah, il en peut plus. Et là, il pète un plomb, en fait. Il devient extrêmement agressif, extrêmement violent. Et là, c'était pas nécessaire dans son arc à lui non plus. Bah, la cravate, elle est comme lui, elle tient tout droit, hein, si tu veux. Non, c'est vrai que là, c'est affreux parce que c'est vrai que pour le coup, on l'a mal vécu, nous, le traitement, parce que vous savez, notre sensibilité naturelle pour les garçons qui ont eu un passé tragique. Donc c'est vrai qu'ils ont pris la peine de te faire toute l'introduction de ce perso avec un passé tragique. Il en a chié, le garçon. Enfin, voilà, il est en souffrance, qui va dans sa vie. Donc, il a son rayon de lumière, machin, avec la nana qui est vraiment son rayon de lumière. Il lui fait toute la cour possible et imaginable, lui fabrique un parfum et... Son gâteau d'anniversaire, c'est un gâteau de mariage et tout. Oh, le gâteau, là, avec des signes. Le gâteau avec les signes. La totale. Enfin, il lui envoie que des gros signaux. Elle capte rien du tout, la mémère. Enfin, d'elle-même, elle aurait pu se rendre compte, quoi. Elle est en couple maintenant. Elle est censée repérer ce genre de choses. Mais c'est pas ça, parce que c'est vrai que d'un certain point de vue, elle l'a quand même laissé arriver jusque-là. Et donc, c'est vrai que du coup, elle a pas du tout compris. Le mec, il a continué à s'emballer. Et résultat, on se retrouve avec une scène d'abus physique dans une bagnole, quoi. Ouais. Alors que Nono a pas arrêté de la mettre en garde dès le début, en fait, parce que lui, il a repéré le truc, pas juste parce qu'il est jaloux et que c'est sa nana qui est visée, mais parce que il sait comment ça fonctionne. En plus, à un moment donné, dans leur péripétie de haute finance, il y a une histoire d'acquisition d'entreprise avec un problème d'agression sexuelle sur des mannequins. Enfin, tu te dis... Ils abordent des thèmes parfois durs, elle est censée être aware, tu vois, et se rendre compte que l'autre, il en pince pour elle. À un moment donné, Nono, il lui dit directement, mais tu vois pas qu'il est amoureux de toi, arrête ton délire, quoi. Bah, la question de l'abus sur les femmes, il mentionnait plusieurs fois, parce qu'en dehors de celui-là, t'as aussi le fait que dans les dîners d'affaires, où il y a quand même peu de femmes, t'as quand même cette pratique de boire, de lever des coups et de saluer ton hôte et de boire de l'alcool, et le jeu, c'est quand même de faire en sorte que la nana elle soit pétée rapidement, quoi. Elle se retrouve à boire plein d'alcool plein de fois et ça peut très vite dégénérer ces histoires-là. On s'en doute bien que ça doit révéler une réalité pas très jolie du milieu d'affaires. Donc ça, c'est montré aussi parce que t'as un de leurs collègues qui est un rat et qui essaie de la décrédibiliser parce qu'elle réussit bien, donc elle est
elle est vite intégrée dans l'entreprise et ça se passe bien et machin, et l'autre ça le fait chier. Il a essayé de la faire boire et lui faire perdre la face à un client, quoi, donc c'était pas terrible. Et Nono est arrivé pour la sauver, quoi. Il y a des moments où c'est franchement misogyne, on le voit dans le travail. Même si Nono, lui, par contre, n'est pas misogyne dans le travail. C'est-à-dire que si une femme est capable, elle est capable. Au début, il lui dit « Ouais, c'est pas un truc pour toi. Il y a très peu de femmes qui y arrivent. Il y a même des hommes qui peuvent pas le faire, ce travail. » Il lui dit « Bah, qui te dit que moi, je suis pas capable ?» Et puis après, il revoit son jugement et elle lui dit « Moi, je trouve que t'es pas aussi méchant que dans mon souvenir. » Et lui dit « Bah, je pense que t'es pas aussi fragile que dans mon souvenir. » Oui, parce qu'il y a plein de moments où elle pense que c'est vraiment le requin sans foi ni loi. Enfin, ouais. Et en fait... évidemment, c'est un personnage hyper moral qui essaye de redresser tous les torts et de mettre un peu plus de propreté là-dedans, quoi. D'une certaine manière, parce que même en faisant des affaires, mais il y a cette question de... La raison pour laquelle elle veut rentrer absolument dans cette boîte, c'est parce que cette boîte est responsable de la faillite et donc du décès de son père. Et il y a aussi un côté arc de vengeance, entre guillemets, mais qu'on retrouve dans nos dramas historiques et scientia habituels, quoi, qui est qu'elle est là pour aussi redorer le blason de son père, ou en tout cas racheter la réputation de son père, qui a été compromise. Bah d'ailleurs, la scène où ils sont déjà en couple et il l'accompagne chez sa mère. Ah oui, c'est chouette. La mère, elle est... La mère, elle est chouette. C'est vrai que la mère... Elle se dit, ça y est, un petit ami pour ma fille. Et puis finalement, il y a un malentendu parce qu'elle lui demande s'il a une petite amie. Et oui, j'ai une petite amie, mais ils veulent pas encore dire à la mère, etc. Donc la mère, elle croit qu'il est avec une autre nana. Donc elle essaye plus ou moins de le foutre dehors. Enfin, elle le traite comme un chien, du coup, parce que, oui, mais du coup, il s'intéresse pas à ma fille. En plus, elle découvre que c'est à cause de lui qu'il y a eu l'incident qui les a séparés au lycée. C'est-à-dire qu'il lui avait écrit une lettre d'amour à l'héroïne. Et puis, elle avait préparé un speech pour le spectacle de fin d'année ou je sais pas quoi. Et puis il s'est rendu compte qu'elle était amoureuse d'un autre garçon. Donc, comme il était furieux, il a piqué les 2 papiers. Et elle s'est retrouvée sans son discours devant tout le monde. Et là, elle s'est mise à chialer, humiliée sur scène. Et elle a fait une crise, quoi. Et surtout, elle a pensé qu'il avait fait exprès. Qu'il l'avait fait exprès, ce bâtard. Donc après, quand elle est sortie de l'hôpital, elle a demandé à être transférée dans une autre école. Et c'est là qu'il l'a jamais revue, parce qu'en plus, ça coïncidait avec le moment où il partait à l'étranger. Et donc, quand il l'accompagne chez sa mère, je crois que c'est pour le Nouvel An, c'est ça, hein. Ils prennent un avion pour le Nouvel An. Hein. Il doit faire son coming out comme le petit ami de Bailou. Mais aussi, le fait qu'il travaille chez MH, tous les deux, parce qu'elle l'a pas dit à sa mère, donc la boîte qui a quand même causé indirectement le décès du père, qui a fait d'elle une veuve. Troisièmement, comme étant celui qui est responsable de la crise, machin, là. Donc à un moment donné, t'as cette scène incroyable où il se met à genoux, il fait presque le service à la cuillère, comme dans nos dramas historiques, pour demander le pardon de la mère. Et la mère, en mode agressif-passif, elle m'a fait mourir de rire. Ah, oui, je te pardonne. Puis là, il se rassoit. Alors, nous allons boire un toast. Et là, elle lui remplit son verre de vin à ras-bord, à plusieurs reprises. Et il est obligé de finir. Elle le pousse à gerber, elle le rend malade. En fait, elle se venge comme ça. Et lui, il est poli. En plus, il veut obtenir son pardon, faire bonne impression. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il boit le truc. Finit à dégueuler partout, machin et tout. Ah, la mère, elle est... Ah oui, c'est ce qu'on appelle boire la coupe jusqu'à la lie. Hein. Ah oui, c'est ça. Ça donnait des moments très très cocasses. Bon, après, il finit par se la mettre dans la poche et voilà, parce que il lui promet de faire toute la lumière sur ce qui est arrivé à son mari il y a des années. Oui, puis c'est un bon parti, donc ça passe toujours bien. Puis elle voit qu'ils sont amoureux il aussi. Est beau, il est riche, il aime ma fille. La mère, c'est la vengeance tranquille, tu sais. Ah, j'avais trouvé cette scène géniale. Franchement... Mais la mère a été chouette. Mais la copine aussi, elle est chouette, elle est rigolote. Alors, j'ai pas du tout aimé tout ce qui consistait à poursuivre l'espèce de... le cousin du héros qui est un geek, qui a jamais connu l'amour et tout. Moi, quand la nana pourchasse le mec, ça me saoule. Mais d'une force... J'aime l'inverse, j'adore, mais alors quand c'est la fille qui pourchasse, ça me saoule. Bah si, ça peut être bien. Moi, je suis pas forcément contre, parce qu'après tout, c'est bien aussi que ce soit la fille qui aille chercher son... Ouais, mais là, attends... Quitte à ce que ce soit pas avec lui qu'elle finisse, tu vois, mais qu'elle en rencontre un autre au passage qui était finalement mieux que celui sur lequel elle avait au début porté ses vues. Moi, je suis pas de problème nécessairement avec ce trope-là, mais c'est surtout que le type, il était... il est là en train d'inventer un mode de rencontre pour les amoureux, mais en fait, il a aucune idée de ce que c'est que l'amour. Et le problème, en plus, c'est que tu vois, du coup, son application, elle fonctionne.
quelque part, ça me gêne presque qu'elle ait fonctionné. J'aurais préféré que ça parte sur le truc marchait pas. Et, ça a fonctionné pour le couple principal, mais pas pour lui et la copine, en fait, parce que... Ah non, on n'est pas assez compatibles, on peut pas être ensemble. Donc elle se prend veste sur veste, la copine. Elle a du mérite. Moi, à un moment donné, je me disais, elle mérite mieux, lâche l'affaire, c'est un trou du cul. Et non, elle reste jusqu'au bout. Et ça aussi, c'est vrai que c'était curieux. C'est-à-dire que ce petit couple qui s'est mis en couple plus tard, se marie plus tôt, a un bébé plus tôt. Et t'as les deux autres, finalement, ça se fait beaucoup, beaucoup plus tard. Il y a cette question des demandes en mariage. Je me dis, mais pourquoi il a mis autant de temps à la demander en mariage? Alors, ça aussi, donc on arrive sur ce trope-là qui est... alors, je comprends, hein, c'est un drama, tout ça, grosse production, ils veulent t'en mettre plein les yeux, il faut que ce soit le summum du romantisme, fais péter les pétales et tout ce que tu veux. Et ça généralement, ça m'énerve, moi, cette débauche de soi-disant romantisme dans les dramas... au moment des déclarations, mais tu dis, ils vont foutre le feu avec leurs bougies ou je ne sais quoi. Enfin, tu peux pas faire plus simple. Alors, ils l'ont amené d'une manière qui est à peu près digeste. Parce qu'il y avait le corgi. Parce que voilà, parce qu'il a essayé plein de fois de manière normale de demander sa main, de manière assez choupie. Il a essayé plein de fois et puis en fait, ça tombe toujours à l'eau. Alors, par contre, il filme à chaque fois les trucs, donc c'est un catalogue de ratage de demandes en mariage. Drôle. Soit elle s'endort, soit elle l'a pas calculé. Soit elle veut pas de son gâteau parce que ça fait grossir et merde, la bague était dedans et tout. C'est ça, alors il a essayé plein de méthodes intimistes et puis finalement au bout d'un moment il est obligé de faire, alors bien évidemment c'est parce qu'ils avaient envie de te sortir le gros les gros sabots du romantisme à 2 balles, donc effectivement après c'est la grosse production alors avec, mais bon il a essayé de faire autre chose avant. Ouais, mais c'est elle qui est chiante. Tu te rends compte que dans leur relation, s'ils sont toujours pas mariés, qu'ils n'ont pas de bébé, c'est parce qu'elle est carriériste. C'est ça qui t'est montré, en fait. Ce qui n'était pas le cas de l'autre couple, en fait. Parce que même l'autre, s'il a créé son appli, qu'il a monté sa boîte, etc., et qu'elle aide à faire la gestion, ils étaient finalement, à partir du moment où ils sont ensemble et que... il oublie ses algorithmes de compatibilité, le geek là, finalement il était plus prêt à aller de l'avant que nos deux loulous, enfin surtout elle qui veut faire carrière, qui a encore le sentiment qu'elle doit faire ses preuves, donc Nono il l'a attendu, à un moment donné, puis tu te rends compte qu'elle est pas toujours très attentive avec lui, elle le prend pour argent comptant, elle se dit ouais il est là, et qu'elle fait pas toujours attention à lui, et... Ah, ils sont pas très vieux non plus, ils sont censés avoir 27 ans et 25 ans, d'ailleurs ils sont arrivés assez vite à réussir, en tout cas surtout lui. Ils sont peut-être pas obligés de se marier aussi jeunes. Pas, bon, voilà, au moins c'est vrai quelque part. À la fin, la fille, elle a tout, quoi. Elle a eu sa carrière, elle a son partenaire, et puis finalement, on termine sur, elle attend le bébé et ils sont mariés. Et c'est là que régulièrement, quand même, dans les dramas asiatiques, le 4e mur tombe à la fin. Pour le prénom du bébé, ils sont en train de réfléchir, puis ils se tournent vers l'écran, vers nous, quoi. Ils disent, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai horreur de ça, quand le 4e mur tombe, pour rien. Ça me saoule. C'est typiquement le genre de procédé narratif que tu dois utiliser, mais tu dois faire super attention, faut que ça ait du sens, quoi. Faut que ce soit utilisé pendant l'ensemble. On va dire, c'est déjà, t'as eu une série qui était dans cet esprit-là, un peu décalé, où parfois, ça arrive quelquefois, j'en ai déjà vu dans certains dramas, où le personnage s'adresse pendant toute la série... à toi, quoi, en fait. Il se retourne vers l'écran, donc il fait des apartés, très dans l'esprit Molière, tu vois, très Fourberie de Scapin ou ce que tu veux. Mais là, ça n'a pas été le cas pendant toute la série, où on a eu le cas dans Descendants of the Sun aussi. Et tu dis pourquoi, à ce moment-là, c'est une rupture de ton, une rupture de genre qui n'a aucun lieu d'être. Oui, tout à fait, je suis d'accord. C'est moins cringy dans Love is Sweet que dans Descendants of the Sun, parce qu'ils sont en couple, parce qu'ils sont mignons, puis ça dure un quart de seconde, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de propagande associée, mais c'est vrai que ça passe pas. C'est extrêmement maladroit. Ça a été annoncé que par un seul moment, c'est le moment où ils sont au cinéma. Ah oui. Voilà, le moment où ils sont au cinéma et ils vont voir un film d'Amur et donc du coup lui il la protège parce qu'elle pourrait pleurer. On a dit avant, il faudrait pas qu'elle regarde des dramas chinois. Donc en plus, il lui cache régulièrement l'écran pour pas qu'elle se mette à chialer. Et puis ils restent un peu plus longtemps, c'est dans leur date, machin, ils ont envie de rester voir le suivant et il y a une nana qui passe et qui passe devant le mec et il fait oh là là, il est trop sexy, on dirait Léo Luo. Et elle s'en va parce que bon
en appelant la nana à côté grande sœur, tu vois, genre t'es plus vieille que moi. Et donc à ce moment-là, donc notre personnage s'insurge en disant oh ça va pas, je suis pas une grande sœur, je ressemble à Bailou. Tu crois pas que je ressemble à Bailou? Elle dit ok d'accord, ok, vous êtes allés là-dessus. Donc ils ont fait ce clin d'œil-là à un moment qui pouvait annoncer la rupture du 4e mur à la fin, parce que c'est un gros clin d'œil appuyé, on ressemble aux acteurs. Plus tout le côté méta de la copine qui bouffe des dramas à la chaîne et qui repère tous les tropes et qui qui fait ça bien. Mais malgré tout, c'était pas suffisamment bien amené et moi ça m'a un petit peu saoulée à la fin. T'es content de voir qu'ils vont être parents, etc. Mais alors j'ai remarqué un truc aussi dans plusieurs dramas où la femme annonce à son mari qu'ils vont avoir un bébé. Il dit pas oh super on va y avoir un bébé, etc. Ils disent tous je vais être papa. Ouais c'est ça. Oh, quoi je vais être papa? Oui, tu vas être papa. C'est marrant, c'est systématique. C'est peut-être un truc de mec, hein, je pense, j'ai envie de te dire, non? Ah, peut-être, ou peut-être que c'est ancré dans la culture chinoise. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous le dire en barre d'infos. Mais ça m'a interpellée sur 3-4 dramas modernes que j'ai vus récemment, là. Ah, je vais être papa. Ah, ils ont vraiment envie d'être papa à chaque fois, nos mecs, hein. Ouais, puis ça va être des papas poules, hein. Tu peux y aller. C'est comme Ye-Roi. Voilà. Oui, mais alors, tu vois, Ye-Roi restera quand même le meilleur papa... de drama qu'on ait pu avoir, c'est quand même c'est l'étalon d'or. on peut le dire cette fois-ci, c'est l'étalon d'or des papas chinois. C'était venu l'étalon d'or, quoique on vous a parlé cette semaine d'un mari 5 étoiles hein, quand même, hein, dans Oh My Sweet Liar. Oui, ah bah oui, mais et qui est un papa qui a aussi, mais comme on l'a vu moins longtemps en papa, ouais, mais qui est probablement aussi le meilleur papa. Ouais, c'est vrai que surtout qu'il a hérité de la même, hein, sa fille, c'est la même. Tu m'envoies du rêve là, rien qu'à penser à Liron. C'est vrai qu'on vous a fait un programme qui a quelques séries assez lourdes, mais les deux là, que ce soit Love is Sweet ou Oh My Sweet Liar, où tu as d'ailleurs Sweet dans le titre, donc tu sais que voilà, il n'y a pas erreur sur la marchandise, hein. Ça te donne vraiment des grands moments qui sont réjouissants pour les zygomatiques et ton yoga facial, parce que t'es vraiment comme ça pendant tout le temps de la série, oh c'est trop mignon, hein. Et c'est le côté addictif de certaines de ces séries, comme celle qu'on vient de se faire très rapidement, toi et moi, et qu'on va débriefer bientôt, qui est Un amour bien intentionné, où en fait t'as l'impression que tu consommes du crack, quoi. Ah c'est ça. C'est-à-dire que c'est des sucres, c'est une boîte de Haribo, c'est une boîte de Haribo ou une boîte de Quality Street. C'est même quand des fois la qualité n'est pas tout à fait où tu peux discuter de la qualité, mais en fait c'est vraiment du crack, quoi. T'es là, mais parce que ça te fait vraiment au cerveau, ça t'embalance des sérotonines de ouf. Ça fait du bien. Et clairement cette série a cet effet-là. Alors la production elle est impeccable par rapport à Un amour bien intentionné. Ils n'avaient pas le même budget, je pense. Hein. Ils avaient vraiment pas le même budget. C'est pas le même budget, c'est pas la même production. Hein. Ça fait du bien. Mais moi je suis devenue accro. Je pensais pas un jour devenir accro. Genre aux histoires de mariage arrangé à l'époque moderne, où les amours dans les bureaux, je pensais pas tomber accro. Puis il y a eu Love is Sweet, il y a eu Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, là, un drama coréen dont on vous parlera bientôt aussi. Enfin, voilà, donc j'en ai vu plusieurs. Là, je suis en train d'en regarder 2 aussi. Je me dis, waouh, c'est de la bonne. Ouais, tu l'as dit, c'est du sucre qui est plus addictif que la cocaïne, hein, je rappelle. Donc, c'est pareil. Mais qui fera pas grossir. Non, celui-là, il fait pas grossir. Sauf si vous décidez de manger la boîte de Quality Street en regardant votre drama fluffy. Ouais, ou de commander les poulets frits qui sont en train de se bouffer devant toi. Parce que qu'est-ce que t'as faim dans les dramas chinois. Moi, le pire, c'est le moment où ils vont s'acheter des brochettes, que ce soit dans les dramas chinois ou coréens. Et là, à chaque fois, je suis au bout de ma vie, hein. Clairement. En plus, c'est pas crédible parce qu'à un moment donné, quand elle s'est fait virer le premier soir, là, elle est en train de commencer à comploter sa vengeance avec sa meilleure amie. Elles ont commandé de quoi faire un mukbang. Mais ouais, t'as des écrevisses. Jamais de la vie, elles vont bouffer tout ça. L'autre, elle mange demi-frite par demi-frite parce que je sais pas combien il y a eu de prises de cette scène, mais enfin voilà quoi. Bailou, elle est sur le même pilon de poulet frit pendant toute la scène. Jamais elles vont bouffer tout ça et faire un mukbang. Enfin, je veux dire, c'est impossible quoi. Non.
Mais ça, faut le placer aussi dans le truc que ce soit avec les dramas modernes ou les dramas historiques, c'est un truc que je ne supporte pas, que je trouve problématique pour plein de raisons, qui est qu'à chaque fois, ils veulent absolument nous vendre la nana épicurienne et gourmande. Mais les nanas, je sais pas quand elles bouffent et je sais pas ce qu'elles bouffent. Ou alors, je te dis, elles se font vomir derrière et donc du coup, ça soulève plein de problèmes d'anorexie, boulimie, en sachant qu'il y a quand même beaucoup de jeunes filles ou de jeunes femmes qui regardent ces séries. Les nanas, je veux bien qu'elles adorent la bouffe et en plus, c'est un argument massif de séduction sur la plupart de ces messieurs, puisque soit ils leur font à manger, soit ils sont là en train de dire « Oh, je serais pas contre le fait que tu prennes quelques rondeurs » et ils les emmènent au restaurant et tout ça, et ils adorent les voir manger. Dans certaines séries, c'est même le fond de l'histoire. Dans Boss Enemy, par exemple, c'est qu'il adore voir la nana bouffer, c'est son fétiche. Et moi, je veux bien, mais les nanas, t'as envie de leur donner des sandwichs parce qu'elles sont maigres du chez Mec, c'est des stocks à fiches. Et donc, du coup, tu te dis « Non, c'est pas possible, quoi. » Vraiment, je trouve ça gênant qu'ils fassent ça. Ou alors, qui prennent des actrices qui sont un petit peu plus... Voilà, il y en avait une, moi, dans Be With You, qui est très bien, et qui, bien que mince, est pas vraiment maigre comme certaines sont vraiment squelettiques. Bailou, je l'ai trouvée bien. Bailou, elle est bien. Oui, Bailou, elle est bien, oui. Elle est très bien, et c'est une actrice très pétillante et tout, et c'était un très beau partenariat, et c'était un vrai plaisir de les voir dans cette série. Ah ouais, ça fonctionne vraiment très très bien. Ce sont deux très bons acteurs, et ils ont bien travaillé ensemble, donc leur romance, on y croit complètement. Enfin, on y croit tellement, tu vois, que les gens croient qu'il y a eu ballon sous bravier. C'est vrai. Bah, ça ferait un joli couple, hein, ça ferait des beaux bébés, hein, c'est sûr, mais... Bah, puis au moins, c'est logique de continuer à parler de baleines, vu la thématique de la boîte à trésors. Donc en tout cas, nous on a adoré ce drama de la Chine moderne avec deux acteurs principaux bourrés de charme qui nous font rire, qui nous font vibrer, qui peuvent être sexy par moments, enfin ça passe très très bien. Si vous avez le moral en berne ou un besoin de crack pour votre cerveau, bah écoutez... on ne peut que vous recommander ce drama, c'est que du bonheur. Ouais, avec un Léo Luo qui confirme bien son statut de superstar. Et même face à un corgi. Bah sur ce, on vous encourage à aller promener le chien dans l'espoir de tomber sur un équivalent de Léo Luo dans la rue. Ouais. Hein. Vous le reconnaîtrez rapidement, il a des chaussures à plateforme de Spice Girl. et on vous dit à demain pour le dernier épisode de ce spécial Nouvel An chinois. À demain!